Bonsoir à tous et je vous souhaite une chaleureuse bienvenue à la leçon d'honneur du professeur Jacques Lucan. Je suis absolument ravi de vous voir aussi nombreux dans cette salle, tellement nombreux que tous les couloirs sont déjà pris d'assaut. Il n'y a plus une place de libre, mais donc je suis très très heureuse et fière de voir que toute la communauté de l'architecture, de l'ENAC et de l'EPFL dans son ensemble, et bien sûr bien au-delà du périmètre de l'EPFL, s'est réunie ce soir pour écouter le professeur Jacques Lucan. Avant de lui passer la parole, je vais dire quelques mots sur son parcours et mon discours sera suivi par celui de Roberto Gargiani et de Bruno Marchand également. Donc, Jacques Lucan, comme vous le savez tous, est professeur de théorie et d'histoire de l'architecture et a été professeur à l'EPFL depuis 1997. Donc il est avec nous depuis très longtemps et a tenu ce titre jusqu'en 2013. Il est depuis lors professeur invité ici. Architecte, historien et critique, membre de l'Institut d'architecture et de l'ENAC. Au niveau de son parcours, à partir de son diplôme d'architecte en 1972, qu'il a obtenu à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-La Villette, avec un mémoire sur Haussmann, à Viaduc. Il a été également rédacteur en chef de la revue Architecture, Mouvement, Continuité, donc AMC, entre 1978 et 1988, et puis maître assistant de 1979 à 1998 à l'École nationale supérieure d'architecture de Paris-Belleville. Il est architecte indépendant depuis 1990 et a eu énormément d'activités d'enseignement qui ont mérité une autre slide. Donc, professeur à l'École nationale supérieure d'architecture de la ville et des territoires de Marne-la-Vallée depuis 1998. Il est professeur à l'EPFL depuis donc 1997, comme on l'a dit, à la section d'architecture, également dirigeant le laboratoire de théorie de l'architecture numéro 1, il y en a 3 en tout à l'EPFL, de 2001 à 2013, directeur du programme doctoral et d'art, donc architecture, sciences et villes, de 2006 à 2008 et depuis 2013, professeur invité parce que nous ne pouvons pas nous passer de son enseignement extrêmement précieux et magnifiquement admiré par les étudiants. De plus, il est également enseignant à l'Université libre de Bruxelles où il a été titulaire de la chaire Franqui en 2013 et au Centre canadien d'architecture de Montréal en étant titulaire du séminaire doctoral en architecture contemporaine en 2014. En dehors de ou en complément, disons, de cette activité d'enseignant extrêmement riche, il a aussi une pratique d'architecte et d'urbaniste très riche elle aussi, associée avec Odile Seller depuis 2006, où ils ont fondé ensemble la SARL Odile Seller et Jacques Lucan, architecte. Le nombre de réalisations et d'études d'urbanisme qu'il a faites est trop longue, d'où la taille de police extrêmement petite, mais comme bien sûr vous le savez, très actif dans les logements, des immeubles de logement, de rénovation de bureaux en logement, des logements sociaux, avec de nombreuses publications de ses ouvrages d'architecture dans plusieurs revues, le Moniteur, AMC, le Moniteur Architecture et Archiscopie, et également des études d'urbanisme au niveau du quartier ou au niveau de ville ou de métropole. Au niveau de la critique architecturale, bien sûr, extrêmement actif aussi, membre de nombreux comités éditoriaux et de direction de revues, dont je ne vais pas vous lire l'ensemble, mais dont vous voyez à la fois la diversité et le type de responsabilité, membre de plusieurs jurys d'experts en architecture aussi, pour des prix prestigieux, et de conseils et de comités, conseils d'administration et comités scientifiques également. Et donc, on le connaît bien sûr pour son nombre de publications et la qualité de ses ouvrages, dont de nouveau, il serait trop long de vous citer l'ensemble des titres, dont vous avez une sélection ici, mais avec un grand nombre de publications d'articles dans également un grand nombre de revues, et les livres dans lesquels on le reconnaît, Théorie et projet architecture 1985-2015, publié ici au PPUR, Où va la ville aujourd'hui, forme urbaine et mixité, composition, non-composition, architecture et théorie 19e au 20e siècle, Fernand Pouillon, architecte, Architecture en France 1940-2000, OMA, Remcolas et France Architecture 1965-1988.
Bien sûr, également plusieurs directions d'ouvrages, dont des catalogues d'expositions qui ont voyagé dans le monde entier. La biographie de Jacques Lucan est extrêmement riche et intéressante, mais beaucoup moins que ce qu'il veut vous transmettre aujourd'hui. Donc je vais m'arrêter là sur cette biographie et inviter Roberto Gargiani à dire quelques mots, suivi de Bruno Marchand. Merci beaucoup pour votre attention. Alors, on est convoqué aujourd'hui à rendre hommage, à célébrer une très grande personnalité, une très grande théoricienne de l'architecture, une très grande pédagogue qui a passionné plusieurs générations d'étudiants. Dans mon cas, aussi une très grande amie qui a marqué fortement ma vie professionnelle, personnelle. Je voudrais faire un discours qui est le rythme et la force d'un théorème, parce que c'est en cela que réside la grande leçon de Jacques Lucan, la précision des et dans la pensée. C'est pour cela que je lis, parce que rien ne soit nuancé, pas clair ou imprécis. Et ce n'est pas cela l'un des traits décisifs et incisifs d'être théoricien comme il nous a enseigné. Et ces textes, c'est de Lucan, ce sont des enseignements même dans la forme de leur écriture, des relevés exacts des dispositifs de la pensée. Ils transcendent les limites pourtant vastes de la théorie et s'insinuent partout, dans les essais d'histoire comme dans les projets d'architecture. La pensée comme entité ayant des traits presque absolus transcende l'objet même qui n'est que son prétexte. Et c'est la forme et la trajectoire de cette pensée qui préoccupe le plus Jacques Lucan. Ou plutôt, c'est ce trait que je souhaite souligner aujourd'hui. Et quand on souligne, on déforme l'essence littéraire des choses ou d'un mot. Et nous savons combien les mots sont pour Lucan les proies les plus ambitieux de ses voyages dans les déconcertants territoires de l'architecture, parce qu'ils sont ainsi, déconcertants. Nous sommes ensevelis sur une multitude d'œuvres stupides qui rendent les autres rares et difficiles à percevoir. Sans ces mots, rien n'aurait de sens ultime, il n'y aurait aucun secret à découvrir. Nous ne saurions pas reconnaître les rares œuvres décisives. Il n'existerait pas d'essence des choses qui se révèlent seulement dans des instants indicibles et aussi par des mots, justement. Un mot pour Lucan, c'est un monde d'action et de conception qui donne de la substance à l'architecture. Ces mots est le moyen d'une chaîne, certainement pour lui, pour Lucan, l'anneau sublime, c'est lui qui contient en soi, en son cercle, les secrets de l'accès à l'essence qui se cache dans la série des maillons conduisant à l'œuvre visible, et parce que visible dans son ensemble, restant au fond incompréhensible, et parfois incompréhensible même à son créateur. Les mots résonnent avec une singulière force dans les écrits de Lucan, et souvent ces écrits sont consacrés à mener les lecteurs à la confrontation avec un mot précis qui se trouve à leur centre. Pièces, pochées, non-composition, agrégation, ce n'est là qu'un échantillon de sa collection. Pourtant, ces mêmes mots, précisément parce qu'ils ont été arrachés aux liens qui les ont générés, et assument, grâce à la force théorique de Lucan, traçant autour d'eux un sillon qui les rend évidentes et qui les fait résonner dans toutes leurs dimensions, et bien ces mêmes mots ensuite s'imposent, acquièrent une autorité en eux-mêmes, et en vertu de cette abstraction inattendue, ils brillent comme neufs. Ils deviennent autres ou peuvent devenir autres, y compris indépendamment de Lucan. Sur ce point, c'est-à-dire la vie autonome des mots, et les mots qui acquièrent cette vie autonome, et les concepts, sous cela, Lucan perd le contrôle sans que cette perte ne le préoccupe. Il est le créateur de la découverte qu'il offre au lecteur, à l'architecte, à l'étudiant. Où finissent les mots découvertes? Jacques Lucan vit avec la conscience du destiné des intellectuels de la fin du XXe et début du XXIe siècle. Les précieuses proies de ces voyages dans l'architecture ne peuvent pas se recomposer. Ni Lucan, à cause de cette conscience, se plie à l'exercice de recréer une quelconque vérité qui assume les traits d'une théorie certaine. Ces mots se tiennent comme des reliques passagères, en une collection qui ne peut qu'attendre de connaître la raison même de son existence. Et du reste aussi, quelques-uns de ces mots disparaissent de l'horizon de Lucan dans sa marche vers la conquête d'autres mots. Peut-être, de par cette existence dans l'attente qui est la leur, une existence par moments précaire
éphémère, ces mots nous indiquent une incomplétude intense et résonnent avec une force inhabituelle. Ils sont les lumières d'une vision indéchiffrable, des mirages dont nous avons tous la nécessité pour vivre avec intensité, croire dans la force de la pensée qui se cristallise en quelque architecture isolée et puissante. Mots en tant que signe d'une trajectoire à venir, me semble celle de Jacques. Je voudrais partager avec toi, cher Jacques, l'espoir d'un nouveau décisif que tes mots révèlent et dont parfois il me semble aussi d'entrevoir les lumières dans les détails de la construction. Mais je ressens la force de l'éternel retour du même, qui me contraint à voir les masques toujours différentes d'une pensée absolue, finie en elle-même, comme si la pensée aussi en architecture était condamnée à se mouvoir dans un cercle et résonner toujours pareillement contre les mots, contre les détails. Et puis il y a des mots familiers. C'est de la vie quotidienne de Jacques, qui en font l'homme sûr que j'ai toujours connu. Et le mot le plus fort parmi ceux-là, celui qui lui donne le plus de sûreté, c'est amour. L'amour intense de son Odile et de ses fils. Chez Jacques, je te salue avec affection. J'attends de découvrir les saintes conquêtes, arcaiche e sublime, Don Roberto, con grande amicizia, affetto, grandissima stima, tu che parli italiano. Comment passer après tout ça? Compliqué. Cher Jacques, en 1997, interviewé par la revue espagnole El Croquis à propos de son rapport à la théorie, Jacques Herzog a donné la réponse suivante. Les mots et les textes sont de simples séductions. Des merveilleuses séductions, certes, mais qui manquent de sens et n'offrent d'aucune manière qui soit la moindre aide. Je ne suis pas sûr que Jacques Herzog tiendrait les mêmes propos de nos jours, mais cette affirmation un peu cynique pose à mon avis une question centrale. Le projet architectural n'aurait-il plus besoin désormais de trouver sa justification? Je crois au contraire qu'un projet sans théorie est privé de sa raison constitutive, et j'aimerais, dans le court temps qui m'était si imparti, plaidoyer en faveur de l'enseignement de la théorie, une spécialité et spécificité de notre école, semble-t-il, ceci en 3 temps, et en partant de la posture centrale de ton enseignement et de ta recherche, cher Jacques. Le premier temps concerne la difficile définition de ce que c'est la théorie d'architecture, sujette à de multiples acceptions et que souvent on refuse carrément de définir. Traditionnellement, le but même d'un théoricien serait de construire une théorie en émettant un certain nombre d'hypothèses qu'il doit tester de prouver, organiser systématiquement des savoirs sur l'architecture, dans ce sens la théorie pose les bases du discours, et de penser l'architecture comme une production intellectuelle. À quoi je m'empresse de rajouter, cher Jacques, en ce qui te concerne, et je te cite, la théorie de l'architecture, c'est aussi un moyen de compréhension de la conception architecturale, en explicitant des concepts et les problématiques spécifiques qu'ils impliquent, et les situant historiquement les mêmes problématiques. Et tu affirmes, ce qui est ici en jeu est la compréhension du ressort du projet architectural. Cette acception de la théorie est pour moi fondamentale, car elle pose 2 mises en relation essentielles. D'une part, entre la théorie et le projet, celui-ci, le projet, étant un point focal de notre école. D'autre part, entre l'enseignement et la pratique, dans le sens, et je te cite à nouveau, où on s'intéresse à ces conceptions qui deviennent des faits théoriques, car ils sont le résultat d'une réflexion des architectes eux-mêmes sur leur propre pratique. 2 points essentiels, le rapport entre la théorie et le projet, entre l'enseignement et la pratique. Ne les perdons pas de vue pour la suite de notre école. Le deuxième moment concerne ton ancrage dans la production urbaine et architecturale contemporaine, ce que tu appelles de manière amusante le passé le plus récent. Cet ancrage ressort fortement dans Matière d'art, paru en 2001, où tu as abordé cette question difficile du rapprochement de l'architecture du champ de l'œuvre d'art. À l'époque, l'architecture suisse contemporaine t'a particulièrement intéressé,
car elle portait justement l'architecture comme art, c'est-à-dire l'architecture en elle-même, mais hors des règles de nos habitudes, en libérant de nouveaux domaines de sensibilité. Cette phrase « hors des règles de nos habitudes » anticipait certainement l'un des objectifs majeurs qui ont été celui de composition-non-composition, l'ouvrage majeur suivant paru en 2009, où l'ancrage dans le passé le plus récent, pour reprendre un terme de Jacques, nous a fourni non seulement de nouveaux paramètres de compréhension des bâtiments et théories anciennes, mais nous sert d'éclairage de ces approches nouvelles et moins nouvelles, ces cohérences aventureuses, terme emprunté à Roger Caillois, qui remettent en cause justement les procédures de composition habituelles traditionnelles. Enfin, le dernier moment est celui qui résulte de la conviction que la théorie ne peut pas se situer en marge de la pensée et du débat contemporain. Il faut reconnaître que ce moment qui t'appartient est moins lausannois, dont le climat amène et pas propice au débat relevé. Il faut aussi certainement se rapporter à la scène française, à ta présence longue et féconde à la tête de la revue AMC, aux instants de remise en question, tout ceci jusqu'à ta dernière livraison de Où va la ville aujourd'hui et le dévoilement des problèmes posés par des nouvelles tendances urbanistiques, les fameux macro-lots. Cher Jacques, la théorie, ta théorie, n'existe que par le regard que tu portes aux choses. Et depuis près de 20 ans, ici à Lausanne, ton regard n'a cessé de nous interpeller, de nous dévoiler des liens inattendus, de rapprocher de domaines de façon paradoxale et féconde. Enfin, de générer ces cohérences aventureuses, terme que tu affectionnes tout particulièrement. Pour tout ça, nous te sommes infiniment reconnaissants. Et je te soupçonne fortement de vouloir nous transposer encore une fois dans ces cohérences diagonales avec ta leçon d'honneur de ce soir. You have the floor. Merci vraiment. Vous comprendrez. Vous comprendrez aisément que je suis un peu ému. Marilyn, merci pour cet hommage. Merci. Roberto, Bruno, je pense, merci pour ces mots vraiment trop élogieux, mais vraiment très amicaux. Et ça me touche beaucoup. Roberto, notre première rencontre fut dans un café qui s'appelait alors à la Ville de Paris, au coin de la rue d'Uzès et de la rue Montmartre. C'était au début des années 90. Nous avons parlé de Perret, et immédiatement, nous avons compris que nous étions en phase. C'est rare, et je t'en remercie, vraiment. Bruno, le 8 décembre 1999, donc il y a plus de 15 ans, le même soir, nous avons fait la leçon inaugurale de notre enseignement, à l'EPFL. Et il y avait déjà 6 ans que nous nous connaissions. 6 ans que j'enseignais à ce qui s'appelait alors le département d'architecture. 15 plus 6, 21 ans, d'une relation toujours constructive, toujours cordiale, c'est rare,
et je t'en remercie aussi profondément. Chère Marilyn, notre doyenne, cher Laurent Vuillet, qui est peut-être là, il m'avait dit qu'il viendrait, notre ancien doyen, chers collègues de l'EPFL, professeurs, assistants, collaborateurs pédagogiques et administratifs, chers amis venus ce soir, de loin quelquefois, chères étudiantes et chers étudiants. En 21 ans, ce que l'EPFL m'a apporté, ce que l'enseignement m'a apporté, c'est la possibilité de réfléchir et de travailler, la possibilité d'avancer des idées. Je considère personnellement l'enseignement comme une porte d'entrée à la recherche et non pas l'inverse. J'aime faire des cours, ils permettent de formuler des hypothèses, de développer un certain nombre de problèmes, de préciser des choses, des cours qui seront quelquefois développés dans des articles ou des livres. C'est en faisant des cours que je sens si ce que je dis est compréhensible, est cohérent. En faisant un cours, je sens vite si un développement est bancal, si ça ne tient pas debout, pas tout à fait debout. Si c'est le cas, il vaut mieux s'échapper. Évidemment, d'une manière ou d'une autre, on fait une pirouette. Mais croyez bien qu'à ce moment-là, personnellement, j'en suis pas très fier. Je vous remercie donc, vous, étudiantes et étudiants, anciens et actuels, parce que les écoles sont d'abord faites pour vous. Ou du moins, c'est comme ça que j'aime cette école. Mais je n'oublie pas de saluer ici deux autres écoles importantes pour moi, l'école de Paris-Belleville, où j'ai longtemps enseigné, où j'ai commencé à enseigner, et dont le président, Philippe Prost, m'a fait l'amitié d'être présent ce soir. Je salue aussi l'école d'architecture de la ville et des territoires à Marne-la-Vallée, dont plusieurs collègues et amis sont ici présents, dont la directrice Amina Selali. Permettez-moi, plus qu'avec émotion, de dédier cette leçon d'honneur à Odile, architecte et professeur. Tout à l'heure, les images de bâtiments que vous avez vues, elle a fait plus qu'y participer, c'est elle, la principale conceptrice de ces bâtiments. Je dédie donc cette leçon à Odile et à nos enfants, Étienne, Paola, Thaddée, pour tout l'amour qu'il me donne et qui me permet d'être effectivement ce que je suis. Il y a plus de 15 ans, lors de ma leçon inaugurale, je m'étais risqué à une première expérience de lecture en japonais. J'avais fait appel au grand poète Basho, qui demandait de rester au plus près des choses pour comprendre les choses. Au plus près des choses pour comprendre les choses. Matsu no koto wa matsu ni narae. Votre connaissance du japonais étant sans doute pour la plupart égale à la mienne, je vous donne immédiatement la traduction. Ce que c'est qu'un pain, apprends-le du pain. Une ligne de conduite, pour comprendre les choses, reste au plus près des choses. La première leçon inaugurale à laquelle j'ai assisté était celle de Michel Foucault, le 2 décembre 1970, au Collège de France, à Paris. Leçon publiée l'année suivante sous le titre « L'ordre du discours ». J'étais étudiant, pas encore diplômé. J'étais arrivé dans la salle plus de 2 heures en avance pour être dans les premiers rangs et pour être sûr de l'entendre. Éblouissant. Pourquoi suis-je allé voir et écouter Foucault ? L'été précédent,
par un très beau temps, comme hier à Lausanne, c'est pour ça que vous me voyez un petit peu rouge. L'été précédent, par un très beau temps, je descendais de Bourgogne, où j'avais été faire des relevés pour le service français des monuments historiques, pour qui je travaillais alors. Je suis arrivé à Lyon, et j'ai passé la nuit sur le quai de la gare de Perrache. J'attendais un train pour aller à Marseille. Il devait passer au petit matin. J'avais dans mon sac l'archéologie du savoir, qui venait de paraître quelques mois plus tôt. Je l'ai quasiment lu en entier cette nuit-là. J'ai été ébloui par la lecture de ce livre de Foucault. Les questions que posait Foucault étaient celles-ci, et je le cite. Ce n'est pas la première fois que je les cite. Comment se fait-il que tel énoncé soit apparu et nul autre à sa place ? Comment se fait-il qu'à une époque donnée, on puisse dire ceci et que cela n'ait jamais été dit ? Ces questions sont théoriques. Et quelques années plus tard, j'ai essayé de les faire miennes, bien sûr dans le champ de l'architecture, sans emprunter directement les concepts à Foucault, sans essayer de faire une espèce d'application d'un domaine sur un autre domaine, ce qui, à mon sens, ce qu'il ne faut jamais faire. Donc ces questions sont théoriques, et j'ai essayé de les appliquer ou de les faire miennes dans le champ de l'architecture, en m'intéressant particulièrement aux manières de concevoir un projet d'architecture. C'était quelque part, le centre de mes préoccupations, qu'elle se rapporte à une période historique ou qu'elle se rapporte au temps présent. Donc je me posais cette question, comment se fait-il qu'à une époque donnée, on puisse dire ceci et que jamais cela n'ait été dit ? Bien, assez d'autobiographie, parce que au bout d'un certain temps, l'autobiographie, ça se noie dans la nostalgie. Ce que je ne voudrais éviter ce soir, bien sûr. Mais ça peut aussi se noyer dans l'autosatisfaction. Donc faire très attention à l'autobiographie. Je commence maintenant par quelque chose qui va vous paraître trivial. Pour l'architecture, un carré, qui est sans doute la figure la plus simple. Les architectes en ont fait un très grand usage. C'était même par illustration ces carrés que j'avais employés pour la couverture de mon livre Composition, non-composition. Les architectes sont souvent revenus au carré. À partir du carré, ils ont pu imaginer une multiplicité de dispositifs, selon des principes vraiment différents, quelquefois des principes antithétiques. Mais hier comme aujourd'hui, ça ne se rapporte pas simplement au temps présent. Si j'ajoute un côté au carré, vous savez bien ce que j'obtiens, un pentagone. Cette figure est peu employée par les architectes. Elle est trop difficile, bien sûr, trop compliquée. Bien sûr, il y a tout de même quelques cas, parmi lesquels le palais Farnèse à Caprarols, le Pentagone, bien sûr, le Lazaret d'Ancône, la citadelle de Lille. On pourrait en ajouter quelques-uns, mais pas beaucoup. La collection des Pentagones a relativement peu de pièces, si on la compare à la collection des carrés. À moins que l'on s'essaye à déformer le Pentagone, à faire qu'il devienne irrégulier. Inutile de dire que pendant longtemps, très longtemps, les architectes ont évité l'emploi de ces figures irrégulières. Et même, on pourrait aller jusqu'à considérer que les architectes considéraient ces figures comme non architecturales.
il s'était resté fidèle à l'angle droit. Aujourd'hui, pourtant, ce n'est plus nécessairement le cas. La preuve est là, et j'aurais pu donner encore de plus nombreux dessins. Donc, que s'est-il passé pour en arriver là? Que s'est-il passé? Vous imaginez bien que pourquoi ces figures maladroites, mal taillées, mal équarries, comme si l'architecte ne connaissait pas ou comme s'il avait oublié les règles élémentaires de la géométrie? Pourquoi ces polygones irréguliers qui sont proprement indescriptibles? Donc comment se fait-il qu'à une époque donnée, récente, on puisse dire que ceci, on peut dire ceci, et que jamais avant jamais cela n'a été dit. Mon hypothèse, vous vous en doutez, après avoir vu le titre de ma leçon, est que nous sommes passés du côté de l'archaïque. Encore faut-il que j'en dise un peu plus et que j'essaye de le prouver, ou du moins de le montrer, parce que dans ces domaines-là, il n'y a pas de preuve. On essaye de mettre en avant un certain nombre de phénomènes qui permettent effectivement de comprendre une situation. Alors je ne vais pas m'en tenir à la géométrie d'une figure pour parler d'architecture. D'abord, ça risquerait vraiment de devenir sérieusement fastidieux et ennuyeux. Donc j'ai choisi l'un des cas, pourquoi pas le dernier. Il s'agit, vous l'avez reconnu, peut-être que certains ne le connaissent pas encore, d'un bâtiment d'un architecte parfaitement très célèbre, Peter Zumthor, la chapelle Brüder-Klaus, construite au début du XXIe siècle. Alors qui est Brüder-Klaus? Un ascète, un ermite, aussi appelé frère Nicolas de Flue, qui a vécu au XVe siècle et qui est devenu le saint patron de la Suisse. Enfin, pour les catholiques, bien sûr. Pour Zumthor, dit-il, c'est un saint familial, c'est-à-dire qui appartient à sa famille. Et il dit encore que sa mère le vénérait. Je le cite, « Il joue un rôle important dans la vie de ma mère. Elle dit avoir plusieurs fois bénéficié de son aide dans des situations difficiles. » Ces mots semblent se rapporter à une autre époque que la nôtre, une époque plus ancienne, à une époque où des saints locaux étaient honorés et protecteurs. Je pense que nous touchons là à une dimension proprement anachronique et évidemment chez Zumthor autobiographique. Par rapport à cette chapelle, pour ce qui est de son inscription au milieu des champs, la chapelle fournit ce que Zumthor dit être un nouveau point d'orientation. La perception du paysage se modifie, dit-il. Un nouveau point d'orientation apparaît, un lieu commence à se créer entre le paysage et la tour. Il ajoute « Je pense au pont dont parle Martin Heidegger ». En pareil cas, évidemment, Heidegger se devait d'apparaître, de faire son apparition. Lui qui avait écrit dans Bâtir, habiter, penser, le pont, à sa manière, rassemble auprès de lui la terre et le ciel, les divins et les mortels. Nous touchons là, de toute évidence, pour moi, à une dimension proprement originaire. 112 troncs d'épicéas, dressés verticalement, qui s'appuient en leur sommet les uns contre les autres, à l'image d'une tente, et qui laissent une ouverture vers le ciel. Ces 112 troncs d'épicéas sont le coffrage intérieur de la paroi en béton armé de la chapelle. Ils participent à la fabrication d'un abri
à la paroi intérieure de contour souple, tandis que l'extérieur est un volume vertical, monolithique, comme on l'a vu, de base pentagonale. Un solide de béton brut. L'opposition entre extérieur, solide extérieur, et intérieur, spatialité intérieure, est absolue. Cette opposition est encore accentuée par le fait que les troncs d'épicéa ont, après le coulage du béton, été lentement calcinés, la paroi devenant maintenant une succession de cannelures sombres, à l'épiderme rugueux, la suie s'étant déposée sur le béton et des traces d'écorce étant encore visibles. Il faut s'approcher pour voir. Nous touchons là, de toute évidence, à une dimension proprement phénoménologique. Zumthor dit de la chapelle qu'elle est élémentaire. La chapelle Sainte-Bénédicte, réalisée plus de 10 ans plus tôt, on s'en souvient, mobilisait, elle, un savoir-faire et une très grande science de la construction que la chapelle Brüder-Klaus ne mobilise pas, ou écarte quasiment. D'ailleurs, la mise en œuvre de la chapelle Brüder-Klaus, cette mise en œuvre est en partie assurée non pas par des entreprises, mais par les commanditaires eux-mêmes, des cultivateurs dans le voisinage qui font bâtir cette chapelle sur leur champ. Et c'est eux qui couperont les épicéas, les leurs. C'est eux qui couleront et dameront les couches de béton. Et bien sûr, c'est eux qui entretiendront le feu pour que les épicéas brûlent, comme un feu sous la tente. Nous touchons là, bien sûr, à une dimension proprement primitive. Donc, j'ai distingué 4 dimensions. Dimension anachronique et autobiographique, dimension originaire, dimension phénoménologique et dimension primitive. Est-ce qu'elles ont partie liée? Oui. Pour moi, indubitablement. Et à quoi elles nous mènent? Elles nous mènent à une conception de l'architecture qui regarde vers l'archaïsme. 2001, c'est l'année pendant laquelle Zumthor a commencé à imaginer la chapelle. Il la terminera 6 ans plus tard. Donc à la charnière entre 2 siècles, au tout début du XXIe siècle. Et pour continuer mon propos, pour aller plus loin dans cette intuition qu'on a affaire à une dimension archaïque, il est nécessaire que je revienne sur ce moment charnière du début des années 2000. Et que, parce qu'à partir de sa description de ce moment, je considère qu'il est important dans le temps présent, dans l'histoire du temps présent. 2000. 3 bâtiments pour ce tout début du XXIe siècle, que je choisis évidemment pas au hasard, et que je choisis auprès des protagonistes qui sont sans doute les plus en vue à ce moment-là. Et je pense, d'un point de vue théorique aussi, que essayer de comprendre jusqu'où vont certaines attitudes, certaines problématiques, c'est évidemment, on ne peut le faire qu'à partir de bâtiments, de projets qui soient excessifs. Et c'est dans cette dimension excessive qu'on commence à s'interroger, mais pourquoi est-ce que les choses ont été faites de cette façon-là? Donc 1999, Rem Koolhaas engage la conception de la Casa da Musica de Porto. L'année suivante, en 2000, Herzog et de Meuron conçoivent le bâtiment Prada à Tokyo, dont ils diront comme ça au détour d'une interview, est-ce qu'on doit les croire, est-ce qu'ils vont au-delà de leurs pensées, mais pas forcément. Ils disent à ce moment-là
que ça représente une espèce de départ à zéro, ou de nouveau départ, comme si on revenait à zéro. Je veux bien y croire. La même année 2000, Rem Koolhaas et Herzog et de Meuron s'associent en vue de réaliser l'hôtel Astor Place à New York. On sait, c'est normal, la collaboration sera forcément éphémère. Ils sont trop ambitieux l'un contre l'autre, ou les uns contre l'autre. La Casa da Musica de Porto, inutile de la décrire, elle est vraiment brutale. Et elle ne ressemble à rien. Rien de géométriquement aussi descriptible. Ça n'est pas un pentagone, c'est un polygone, mais on pourrait tenir exactement les mêmes propos que ceux que j'ai tenus précédemment. À propos du bâtiment Prada, qui lui est un pentagone, Herzog et de Meuron disent, je les cite, « Selon la position de celui qui regarde, le corps du bâtiment apparaîtra plus comme un cristal ou comme un type archaïque de bâtiment couvert d'un toit. » Un type archaïque de bâtiment. Cristal, type archaïque de bâtiment, on pourrait peut-être dire que c'est un type archaïque de bâtiment parce que c'est un cristal. Mais ça, on le verra tout à l'heure. À propos de l'hôtel Astor Place, Herzog et de Meuron évoquent l'image d'une pierre naturelle érodée. Image renforcée par l'aspect de caverne. Ces cavernes, chaque caverne correspondant à une chambre. Donc, sur la muralité ou dans la pierre érodée, une multiplicité de fenêtres, qui sont autant de petites grottes. Une espèce de bâtiment caverneux. À propos de l'hôtel Astor Place, Koolhaas, lui, parle de monolithe, évidemment, et dit du bâtiment qu'il combine techniques de sculpture et d'architecture. Deux techniques combinées. Donc un bâtiment sculptural. Un canard, bien sûr, en quelque sorte. Si nous reprenons la distinction faite par Venturi, il y a déjà de nombreuses années entre canard et hangar décoré. Herzog de Meuron souligne de plus que la maquette en bois, à l'échelle grandeur d'une chambre d'hôtel, qui a été réalisée dans les environs de Bâle, elle a été réalisée pour en étudier la conception et le design, et cette conception et ce design avaient, disent-ils, quelque chose d'anthropologique. Quand on entend des architectes prononcer le mot ou le qualificatif d'anthropologique, soyez sûr que ça signifie archaïque. Lorsqu'on emploie le qualificatif, même et surtout si l'on parle d'un phénomène contemporain, lorsqu'on parle de dimension anthropologique, généralement c'est pour décrire quelque chose de primitif et d'originaire, quelque chose d'archaïque. Et Herzog et de Meuron ajoutent que ce quelque chose d'anthropologique est une réminiscence du Goetheanum de Rudolf Steiner, situé près de là, sur une colline à Dornach, tout près de Bâle. Le Goetheanum, on le sait, bâtiment un peu monstrueux, c'est le siège de la Société anthroposophique universelle, chez qui nous trouvons les précurseurs ou les inventeurs de l'agriculture biodynamique. Le Goetheanum est une carapace de béton brut, particulièrement rugueux, un peu monstrueux aussi, qui ne vise pas la beauté. Enfin, du moins, c'est comme ça que je le regarde. Un peu monstrueux aussi, dans la mesure où il pourrait effectivement évoquer comme une espèce de monstre un peu tapi sur la colline, prêt à conquérir peut-être la ville de Bâle. Lorsqu'Herzog et de Meuron conçoivent avec Koolhaas l'hôtel Astor Place, le Schaulager est en construction. Et le Schaulager, il est fait d'un béton brut, mais plus que brut, dont la surface a été ratissée, quasiment avec un râteau, pour lui donner une forte rugosité. C'est un geste archaïque, bien sûr.
en deçà de toute procédure de construction contemporaine pour n'importe quelle entreprise. À son sujet, Herzog précise, je le cite, « En fait, notre Schaulager, actuellement en construction près de Bâle, est d'une certaine manière une réponse au Goetheanum. » À partir de toutes ces explications, que certains trouvent peut-être un peu filandreuses, mais puisqu'elles cherchent à tirer des fils, elles sont un peu filandreuses, effectivement. Donc à partir de toutes ces explications, j'espère que vous comprenez pourquoi je parle de glissement vers l'archaïsme. Ceci, peut-être, est d'autant plus vrai pour moi que, au fond, lorsqu'on voit ces différents bâtiments, ils tracent comme une espèce de ligne où, comme par hasard, 2 fois apparaît le Goetheanum à propos de, à chaque fois, un bâtiment différent, et où, dans cette filiation que j'essaye de tracer, peut-être que les éléments, au fond, ils dérivent les uns des autres, et peut-être est-ce que c'est le rôle, quelque part, d'un propos théorique que de chercher à comprendre comment ces différentes relations s'établissent. Alors ce glissement vers l'archaïsme, je parle de glissement, je ne parle pas nécessairement de retour en arrière, je ne parle pas encore de choses qui seraient réactionnaires et qui regarderaient dans le rétroviseur. Donc ce glissement correspond-il à un infléchissement ou à une radicalisation des investigations d'une génération d'architectes? C'est la question que je peux me poser. Et c'est l'hypothèse évidemment supplémentaire que j'ajouterai. Supposons que cette radicalisation soit la conséquence de 2 attitudes. Mais 2 attitudes qui peuvent être complémentaires, 2 attitudes qui peuvent se rejoindre, 2 habitudes qui peuvent aboutir à des résultats quasiment semblables. La première attitude, elle procède, pour moi, d'une recherche de sensations brutes. Et c'est d'abord manifesté par des préoccupations concernant la manière de percevoir. Recherche de sensations brutes, recherche de sensations viscérales, c'est Herzog qui employait précisément ce mot, ou recherche de sensations fulgurantes. Je dis qu'elle est ici illustrée par Herzog et de Meuron et Zumthor, et dans cette recherche, à une époque, la Suisse, effectivement, s'est énormément illustrée. Bien sûr, cette voie, cette attitude, elle croise l'approche phénoménologique. En effet, si on lit Maurice Merleau-Ponty, l'auteur de la phénoménologie de la perception, il disait, je le cite, qu'il fallait réveiller l'expérience du monde, revenir aux choses mêmes, revenir à ce monde avant la connaissance, dont la connaissance parle toujours, retrouver une expérience du monde, un contact avec le monde qui précède toute pensée sur le monde, c'est-à-dire une approche phénoménologique pure. Gaston Bachelard, autre grand phénoménologue, lui, dans la poétique de l'espace, il parlait d'une fulgurance de l'image poétique. Une image poétique, ce n'est pas quelque chose à laquelle on s'attend. C'est quelque chose qui surgit à la lecture d'un poème. Et dans ce surgissement, évidemment, ce surgissement est nécessairement fulgurant. Et c'est de ce dont parlera Bachelard continuellement, très très souvent. Il parlait donc d'une fulgurance de l'image poétique qui est avant la pensée, qui n'a pas besoin d'un savoir, qui procède même d'un non-savoir, dit-il. On comprend dès lors pourquoi les architectes phénoménologues veulent immanquablement se détacher de la culture, l'oublier, la laisser de côté, un peu comme le faisait Zumthor à la chapelle Brüder-Klaus. Ils veulent prendre le chemin indiqué par Merleau-Ponty. Comment, c'est lui, dit-il, comment peut-on revenir
de la perception façonnée par la culture à la perception brute ou sauvage. Comment revenir de la perception façonnée par la culture à la perception brute ou sauvage? La deuxième attitude, je lui associerai le nom de Colas. Elle procède d'une espèce de colère, d'impatience, face au fait que les architectes ne voudraient pas regarder les réalités en face, se débineraient, face au fait, notamment, qu'ils ne veulent pas regarder la réalité de ces villes qui croissent à une vitesse vertigineuse, avec des phénomènes urbains absolument inhabituels. L'expérience de ces villes, c'est l'expérience du choc. L'expérience de situations qui dépassent la mesure de ce qui est habituellement compréhensible. On est au-delà du compréhensible. L'expérience de la tempête ou de l'ouragan urbain. Il faut en avoir une perception brute et sauvage. Pour répondre à ces situations, il faut frapper fort. Et chez Colas, ce sera toujours la même litanie, après les périples à Singapour, à Séoul, à Dubaï, à Lagos. D'ailleurs, c'est en revenant de Lagos que la Casa da Musica de Porto est conçue. Il en a raconté, évidemment, l'épisode. Il est conçu comme fait brutal, comme fait au-delà de toute référence culturelle, quelque chose qui veut être sauvage. Et de cela, évidemment, pour Colas, une nouvelle esthétique opère. Je le cite, la juxtaposition aléatoire d'entités qui n'ont rien en commun, sinon leur coexistence, ou, selon une formule chère aux surréalistes, la rencontre fortuite sur une table de dissection d'une machine à coudre et d'un parapluie. On sait que ça, c'est un propos de Lautréamont. Évidemment, tout ça nous mène à toutes ces entités qui veulent exister les unes contre les autres. Particulièrement affectionnées, il faut le dire, par les architectes septentrionaux, MVRDV, Bjarke-Ingels, Big, etc. Ces entités sont des icônes. Et résultat paradoxal, pour être efficace, mieux vaut que les icônes s'appréhendent immédiatement, sans réflexion, donc sans culture, qu'elles sautent aux yeux en quelque sorte, sans la médiation d'autres images, sans la médiation d'une culture devenue inutile. Les deux attitudes, recherche de sensations brutes et iconisme, visent l'immédiat. L'une et l'autre se rejoignent sur la nécessité de se défaire des oripeaux de la culture, de se libérer de la culture, de l'asphyxiante culture, comme l'appelait Jean Dubuffet, le promoteur de l'art brut. Alors, par rapport à de telles attitudes, combien de fois Colas ne dira-t-il pas qu'il faut oublier la ville historique occidentale, qu'il faut regarder les autres villes du Moyen-Orient, d'Asie et d'Afrique avec un tout autre œil? Combien de fois Zumthor ne dira-t-il pas qu'il veut, je le cite, mettre au jour l'essence même du matériau, qui est libre de toute signification héritée d'une culture? Combien de fois aussi Herzog et de Meuron ne disent-ils pas qu'ils veulent, et je les cite, détruire les catégories et éviter les références stylistiques au profit d'une sensation immédiate. D'une sensation immédiate. Nous sommes dans l'immédiateté. Que l'on soit du côté de ces phénomènes urbains que j'évoque et de l'iconisme, ou qu'on soit du côté de la phénoménologie. Alors je vais revenir en arrière. Ouais, ça... Pourquoi est-ce que je considère ces polygones irréguliers comme le symptôme d'un glissement vers l'archaïsme, corrélatif d'une déprise de la culture? Parce que ces polygones irréguliers n'ont pas à être appréhendés par l'intelligence géométrique, puisqu'ils ne sont pas descriptibles. L'intelligence géométrique
n'a rien à faire avec eux. Ils doivent être appréhendés par les sens. Et ce sont les impressions immédiates, les sensations immédiates, leur fulgurance qui comptent. Quel peut être le résultat? Évidemment l'archaïque. L'archaïque est le sublime. Car ce qui est sublime est proprement au-delà de l'entendement. Maintenant, je suis tranquille, je peux avancer vers la problématique du sublime. Cette fois, deux philosophes avaient ouvert la voie, qui méritent pour cela d'être toujours interrogés. Edmund Burke, l'anglais, dans ses recherches philosophiques sur l'origine des idées que nous avons du beau et du sublime, livre paru en 1757, et le second, évidemment, c'est Emmanuel Kant, avec la critique de la faculté de juger, paru quelques années plus tard, en 1790. Eux parlent du sublime. Ce ne sont pas les premiers, mais disons que ce sont ceux qui posent les bases philosophiques sur lesquelles on a pu réfléchir ensuite à la question du sublime. Alors, Burke, lui, il associe le sublime à l'émotion la plus forte qu'on peut ressentir, à l'émotion la plus forte qui se puisse ressentir. Et le sublime, cette émotion, elle suscite une idée de danger. On est en danger. Un sentiment de terreur. Je le cite, « Je dis la plus forte émotion, précise-t-il, parce que je sais que les idées de douleur ont beaucoup plus de pouvoir que celles qui viennent du plaisir. » On a beaucoup plus d'émotions avec la douleur qu'avec le plaisir. Le plaisir appartient au sentiment du beau. Le sublime a affaire à l'infinité. Le sublime est ce qui dépasse toute appréhension possible par l'entendement. Il dépasse la mesure de ce qui est habituellement compréhensible. Il est produit par la grandeur, ce que Burke nomme greatness. Pour ce qui est des édifices, dit Burke, il ne donne pas beaucoup d'exemples, quasiment pas. Il en donne un pour les édifices. Il dit la grandeur dans les dimensions est nécessaire au sublime, car il n'est pas possible qu'un petit nombre de parties, petites par elles-mêmes, donnent à l'imagination aucune idée d'infinité. Les petites parties, ça ne donne pas l'idée de l'infinité. Donc c'est la grandeur, donc c'est la greatness. Et pour ce qui est de l'architecture, il avance un exemple. Stone Age. Quelque chose de primitif. Et quoi de plus archaïque? Et il précise, là je le cite, ces grandes pierres posées perpendiculairement et entassées les unes sur les autres forment des espèces de montagnes escarpées, portent et fixent l'esprit sur la force immense nécessaire pour faire un pareil ouvrage. Évidemment, j'avais choisi aussi une photo qui montrait, mais je ne l'ai pas montré ici parce que pour faire un pendant avec Zumthor qui montrait une compagnie de druides en train de faire aujourd'hui un certain nombre de cérémonies. Mais je vais revenir vers l'un des architectes dont j'ai parlé jusqu'à maintenant. Je vais revenir vers Zumthor et son projet de maison à Chivelstone, dans le Devon, en Angleterre. Et l'image qu'il convoque est un entassement de pierres plates. Il en donne cette photo dans ses récentes œuvres complètes. Enfin, pas tout à fait complètes, mais presque. Et ces pierres fabriquent un abri élémentaire. Les maquettes d'études de la maison, qui s'inspirent quelque part de ces images qui ont à voir aussi avec l'immédiateté, qui n'ont pas à rentrer dans une problématique qui soit une problématique vraiment culturelle. Donc, lorsqu'il fabrique, lorsqu'il conçoit le projet de la maison, qu'est-ce qu'il en fait? Il lui donne
une apparence de dolmen préhistorique. Grande plaque de béton posée sur d'énormes piliers qui fabriquent comme cette espèce d'abri élémentaire. Une sorte de Stone Age domestique. On pourrait appeler ça comme ça. Le projet distingue 2 ailes de chambre avec des murs épais et un vaste espace commun au devant de 2 ailes de chambre. Vous remarquez, encore une fois, que le contour global de l'espace commun, c'est un pentagone. Pas un carré, pas un rectangle, un pentagone. Le pentagone irrégulier, qui est cette figure archaïque dont je parlais précédemment. Jusqu'ici, vous avez remarqué une chose, c'est que la plupart des bâtiments dont j'ai parlé, que j'ai évoqués, ressemblent à des pierres, à des cailloux, à des cristaux. Dolmen à Chivelstone, cristal à Tokyo, pierre érodée à New York, pierre mal taillée à Porto. Je pourrais ajouter aussi, parce qu'il n'y a pas eu de galets jusqu'à maintenant, que sur les quais d'Hafen City à Hambourg, on aurait pu voir 2 galets débarquer. Est-ce qu'on peut parler là d'un retour à l'âge de pierre? Je me suis posé cette question. Retour à l'âge de pierre. Il faut y noter ici, et ça c'est assez intéressant, enfin pour moi, qu'avec l'usage du bois, on ne peut pas être archaïque. À moins, enfin on va voir tout à l'heure, avec l'usage du bois, il vient toujours un moment où on fait des assemblages. Et quand on fait un assemblage, ça nécessite un certain savoir, un certain savoir-faire. Ça nécessite une culture de la construction. Donc, une culture de l'architecture. Tous les traités d'architecture depuis la Renaissance ont abordé cette question. Celle de la cabane, du temple primitif en bois, du temple grec en pierre, le temple grec qui est évidemment dans les propos des architectes. La question, ce n'est pas la vérité, c'est la façon dont ils interprètent un phénomène. Dans ces propos des architectes, il y a eu toujours cette dimension où l'architecture, elle aussi, pouvait être liée peut-être à cette construction en bois. On l'a vu tout à l'heure avec la chapelle Sainte-Bénédicte de Zumthor, qui faisait appel à des assemblages précis, qui faisait appel à des choses sophistiquées, alors que la chapelle Brüder-Klaus, elle, les troncs d'épicéa, ils ne sont pas assemblés. Il n'y a pas d'assemblage. Ils sont brutalement posés les uns contre les autres. Ce qui est, là, un geste archaïque. Faire un assemblage, c'est un geste culturel. C'est tout un savoir qui est convoqué. Alors c'est pour ça que tous ces bâtiments en pierre, ou plutôt qui veulent se donner l'apparence de pierre, au fond, ils sont peut-être quelque part, par rapport à un discours que je pourrais tenir ici, ou que je tiens ici, ce sont des bâtiments qui ne sont pas architecturaux. Le paradoxe de ce matériau qui est le plus noble pour l'architecture, entre guillemets, c'est que dans notre période présente, il fabriquait, au contraire du passé, des bâtiments qui sont plus architecturaux. Alors on est là, le bloc de béton, pour revenir à lui, de la chapelle Brüder-Klaus, il défie toutes les conditions atmosphériques, il peut résister. Et un peu de la même manière dont Heidegger, encore lui, parlait du temple grec. Ce qui ne l'intéressait pas, ce n'était pas l'architecture du temple, il s'en foutait. Ce qui l'intéressait, c'est le fait que le temple, disait-il, tient tête à la tempête passant au-dessus de lui, démontrant ainsi
la tempête elle-même dans toute sa violence. Au fond, le temple grec, pour Heidegger, il est en combat ou en confrontation avec le sublime. Parce que ça me permet de passer à Kant et à la conception qu'il s'en fait du sublime. À propos du sublime, Kant disait, je le cite, « C'est si seulement grandeur et force s'y manifestent en son chaos ou en son désordre, en ses ravages les plus sauvages et les plus déréglés, que la nature suscite le mieux les idées du sublime. » La tempête, quoi, l'ouragan, ce qui est quelque part incompréhensible dans ses effets, incompréhensible dans ses causes. Donc quelque chose qui nous dépasse complètement, mais auquel certains bâtiments peuvent résister. Peu nombreux, mais comme s'ils étaient capables de se confronter au sublime. Et Kant évoquait effectivement deux exemples, l'ouragan et l'aspect d'une chaîne de montagnes dont les sommets enneigés s'élèvent au-dessus des nuages. Ça, c'est la contemplation du sublime. C'est un peu trop tranquille, parce que généralement, on en a peur. Le gars, là, il n'a pas l'air d'avoir peur. Lorsqu'un bâtiment, par sa grandeur, sa greatness, comme disait Burke, par ses dimensions, sa bigness, vous voyez de qui je parle, défie tous les éléments qui lui sont contingents, il vise à être sublime. Le devient-il toujours? Oui. Si on pose, évidemment, cette condition, que le sublime n'est pas le beau, qu'il a à voir avec la démesure, et qu'il peut même être, quelquefois, et peut-être assez souvent, monstrueux, laid, affreux. Les productions architecturales colossales, icônes souvent en guerre les unes contre les autres, pour moi tiennent tête finalement à la tempête, à l'ouragan urbain, c'est-à-dire au développement irrépressible de ces grandes villes ou de ces grandes conurbations que l'on connaît aujourd'hui. Pour tenir tête, elle joue avec ce qu'on appelait avant la terribilità. Elles nous subjuguent, sont plus grands que nous, c'est-à-dire qu'elles nous dominent, nous écrasent quelquefois, nous rappellent à notre fragile condition humaine et nous répètent évidemment la rengaine immémoriale « Tu n'es rien, le peuple est tout ». Ou la rengaine beaucoup plus contemporaine et actuelle « Tu n'es rien, le capitalisme marchand et financier est tout ». Je disais précédemment que le sublime nous subjugue, mais en même temps, c'est ce que dit Kant aussi, il peut nous donner l'idée de l'infini. Il peut nous entraîner vers l'ambition d'un dépassement du présent. Cette ambition est nécessairement démesurée, toujours avec le sublime. Et beaucoup d'architectes se brûlent les ailes à vouloir cette ambition. Beaucoup nous lèguent des réalisations spectaculaires, mais dont l'effet est immédiat, dont l'effet est aussitôt épuisé, aussitôt que vu. Parce que c'est bien le problème de beaucoup de bâtiments que l'on peut regarder ou voir une fois, et au fond, on n'éprouvera jamais l'intérêt ou le besoin d'aller les revoir une seconde fois. Alors, dernière question, le glissement vers l'archaïsme et vers l'ambition du sublime, est-il une fin ou est-il l'annonce de la nécessité d'un nouveau commencement? Si on est dans l'archaïsme, que va-t-il advenir ensuite? Pour ce qui est de l'iconisme, c'est un peu une autre histoire. Par rapport justement à l'iconisme, Colas a volontairement déclaré forfait, à un moment, 2007-2008. Du moins, c'est ce qu'il dit.
pas forcément tout à fait vrai. Il a déclaré forfait, évidemment, après avoir un long moment joué la partie. Mais il a déserté le terrain, dit-il. Herzog et de Meuron, eux, on le sait, sont beaucoup plus tenaces. Ils n'ont pas quitté la partie. Mais beaucoup de leurs projets récents développent des dispositifs très élémentaires. Notamment de simples empilements, comme à Vitra, ou comme à Bâle, l'Actélion. Des empilements. Immédiatement après avoir vu ce bâtiment, bien sûr, vous comprenez qu'il s'agit d'un empilement. Bien sûr, vous allez avoir une expérience spatiale un peu particulière. Bien sûr, vous ne comprendrez rien à la construction, aux modalités de la construction, puisque la construction comme savoir les laisser de côté. Simplement, c'est des ingénieurs très talentueux qui vont réussir à calculer toutes ces choses. Mais au fond, une fois que vous l'aurez vu une fois, est-ce que vous irez vraiment le revoir? Franchement, ce serait vraiment que vous seriez attaché uniquement au fait d'être ému par une acrobatie spatiale. C'est tout. Alors, qu'est-ce qu'ils peuvent nous apprendre, ces bâtiments, si on les regarde une deuxième fois? Ce que je dis là, c'est que, évidemment, avec cette position, on est dans l'emprise de l'immédiat. Voir les choses immédiatement, et ensuite les avoir vues. C'est tout. Ce qui me fait penser qu'on a ici affaire, au fond, à une sorte de fuite en avant. Chaque projet succède au précédent, sans que j'éprouve le besoin, ni la nécessité, ou le désir de revoir le précédent. Peut-être que Herzog et de Meuron, au demeurant, ne persisteront pas dans cette voie. J'espère pour eux. Non. J'ai le droit d'espérer. Donc, ils ne persisteront pas. Comme ils ont su, à certains moments de leur carrière, aborder des problématiques qui ont pu être effectivement différentes. Colas, lui, prône un nouveau départ, en voulant nous faire croire à la lassitude des icônes. On aurait assez des icônes, trop vues. Et il prêche pour un retour au fondement. Vous l'avez vu à la dernière Biennale de Venise en 2014. Et à cette occasion, Colas avait choisi comme emblème, vous vous en souvenez, l'ossature de Minot. Sans doute, il l'avait choisi aussi parce que c'était son centenaire, puisque Le Corbusier la date, l'ossature de Minot, de 1914. On est en 2014, donc 100 ans après, ça marche bien. Et l'ossature de Minot est ici considérée comme ayant été le noyau primordial. En quelque sorte, l'abri originaire, le dolmen de l'architecture moderne, quoi. On peut évidemment simplement regretter ici que la construction de l'ossature de Minot ait été réalisée en bois, et qu'elle réussisse, par rapport à mon propos, qu'elle réussisse à faire disparaître toute trace d'assemblage. Donc, c'est du bois qui est cloué, pas assemblé. On peut aussi remarquer que la construction inverse le dessin original. Là où l'escalier était à gauche des planchers dans le dessin, des planchers par rapport au débord, il est maintenant à droite dans la construction. Ce qui fait quand même beaucoup d'altérations par rapport au modèle si on veut revenir au fondement. Décidément, le respect et l'exactitude se perdent. Et le fait de regarder les choses au plus près des choses. Bon, je pourrais m'arrêter là.
après avoir relaté cet épisode d'histoire du temps présent, après le constat du glissement vers l'archaïsme et vers l'ambition du sublime. Je dis l'ambition du sublime, parce qu'on ne glisse pas vers le sublime. Et on peut pas, ça ne peut pas se planifier le sublime, ça ne peut pas se projeter, ça peut le devenir. Et je pourrais considérer mon travail théorique achevé, pour ce soir, du moins. Mais quand même, il y a une question qui reste un peu en suspens. C'est-à-dire cette histoire de repartir à zéro. Allons-nous penser qu'il faille repartir à zéro? Allons-nous penser une nouvelle fois qu'il faille rompre avec ce qui nous a précédé? L'idée de la rupture avec ce qui nous a précédé, au fond, c'est une idée parfaitement moderne. Est-ce qu'elle est contemporaine? Pas si sûr. Parce que, au fond, la vraie rupture, ou une rupture n'est vraiment possible que si nous sommes vraiment portés par ce que Jean-François Lyotard, le philosophe, avait appelé, il y a longtemps, dans son petit livre « La condition postmoderne », un grand récit. Si on n'est pas porté par un grand récit, difficile de faire la rupture. Ou alors, on fait la rupture au nom de quoi? De l'archaïsme, peut-être. Donc, y a-t-il aujourd'hui un autre grand récit, ou un grand récit qui puisse, évidemment, prendre la place du grand récit moderne? C'est ça la question. Alors, on pourrait dire que c'est celui du capitalisme marchand triomphant depuis la crise de 2008, on pourrait le dire, puisque chacun sait que le capitalisme, lui, n'est pas en crise. Il connaît une crise, c'est pas la même chose. Bon, mais cependant, certains pensent, certains croient qu'il suffit de faire confiance au récit potentiel, ce que j'appellerais le récit potentiel des nouveaux moyens dont nous disposons. Ces nouveaux moyens, ils seraient pour les uns les moyens numériques, et pour les autres les moyens requis pour la transition énergétique. Pour les uns et les autres, la réflexion architecturale, au fond, passerait de fait au second plan. Les paramètres les plus importants ne seraient plus architecturaux. Et je dirais même que ça pourrait donner place à une sorte de paramétrisme généralisé. C'est-à-dire un paramétrisme qui pourrait suffire à la détermination des formes architecturales. Un paramétrisme généralisé qui articulerait les obligations urbaines réglementaires, les exigences énergétiques, les exigences sécuritaires, et le rôle de l'architecte dans tout ça résidant dans sa capacité à jouer les équilibristes, non, grosso modo. La position des uns et des autres, et il y en a qui tiennent des positions très dures sur la question, la position des uns et des autres est somme toute, et paradoxalement, une position néo-marxiste. Pourquoi néo-marxiste? Parce que grâce aux nouveaux moyens de production, au fond, émergerait une nouvelle architecture. Il ne nous suffit de faire qu'une chose, attendre. Ça arrivera. Il suffirait d'attendre, et ce néo-marxisme, évidemment, serait en même temps très libéral. Hein. Belle alliance, non? Bien sûr, moi, je ne peux pas adhérer à de telles prophéties. C'est impossible. Autrement, la leçon que je vais bientôt terminer dans cette optique aurait été totalement inutile. Totalement. Comme serait inutile toute nécessité d'une réflexion théorique. Les choses vont arriver. Donc la réflexion n'aurait qu'à être opératoire. Et les opérations ne seraient jugées que par rapport à leur efficacité. Beaucoup d'aspects de l'architecture aujourd'hui sont dans cette problématique d'efficacité et au fond d'opération. Si par contre je pose de nouveau la question comment se fait-il qu'à une époque donnée on puisse dire ceci et que jamais cela n'ait été dit, ben c'est pour tenter de comprendre dans quelle situation nous sommes, de penser le présent et aussi pour vous inciter
à prendre un chemin de traverse, hors de la piste du glissement vers l'archaïsme ou vers l'ambition du sublime. Ce qui suppose évidemment de ne pas révoquer la culture. Ce que beaucoup d'architectes quand même réclament un peu trop souvent. Donc il ne faut pas révoquer la culture, parce que comment moi, le professeur de théorie, que je ne serai bientôt plus dans cette école, mais comment moi, je pourrais prôner la révocation de la culture vers une improbable sauvagerie libératrice. Soyons de nouveaux sauvages. Et même ceux qui pensent encore que la seule voie est de faire confiance aux sentiments et aux sensations immédiates que l'on éprouve, parce qu'il y en a encore qui font toujours dans cette idée que ce sont les sensations immédiates qui comptent, et ils doivent, eux, écouter un autre philosophe dont je m'excuse de devoir citer un passage un peu plus long que d'habitude, un grand phénoménologue, s'il en est, Michael Dufresne, qui n'est pas si connu que ça, évidemment, mais qui est très connu dans les milieux philosophiques. Et voilà ce qu'il dit. Il dit, dans ce livre d'ailleurs, Recherche de l'originaire, il dit « J'ai souvent suggéré que l'expérience esthétique la plus authentique était une expérience sauvage, qui, pour se vouer à l'objet, pour se laisser surprendre et fasciner par lui, comme par l'insolite, pour jouir de lui, devait se libérer des habitudes, des préjugés et des normes que lui impose la culture. Donc, se déculturer. Oui, mais peut-être n'est-ce pas si aisé. N'est pas naïf qui veut. N'est pas naïf qui veut. Cette spontanéité, cette fraîcheur du regard ou de l'audition, il faut les conquérir. Et peut-être à force de culture. Il faut beaucoup de culture pour se délivrer de la culture. Et peut-être ne peut-on s'en délivrer un moment qu'après en avoir exploité les ressources. N'est pas naïf qui veut. Il faut beaucoup de culture pour se délivrer de la culture. Évidemment, peut-être qu'on ne le sait pas trop dans l'architecture, mais dans la littérature, tout le monde le sait, que sans culture, on n'écrit que des bêtises. Donc il faut beaucoup de culture pour se délivrer de la culture, après en avoir exploité toutes les ressources. Chères étudiantes, chers étudiants, à vous d'exploiter toutes les ressources. Une école est là pour cela. Et pourquoi ne pas revenir une dernière fois, avant de terminer, à l'ossature de Minot? Mais cette fois, je n'en ferai pas une supposée origine de l'architecture moderne. J'éviterai tout propos originaire. Laissez-moi finir par une libre évocation. Comme dans l'univers onirique des libres rapprochements, des libres associations, sans recherche d'ultime cohérence, sans rechercher le mot de la fin. Laissez-moi considérer l'ossature du Minot comme une architecture without content, mais capable d'accueillir a lot of content. Laissez-moi considérer l'ossature du Minot comme une architecture qui va nous permettre de faire comme une espèce de bout de chemin. Et ça, c'est pour dire encore une fois que, selon moi, la théorie est une interprétation sans fin. Donc il n'y a pas de mot de la fin. C'est ce qui en rend à la fois l'exercice passionnant et quelquefois difficile, parce qu'évidemment, c'est toujours bien d'arriver à une fin. Donc la théorie est une interprétation sans fin, qui actualise sans cesse des préoccupations, qui peut les réactualiser aussi, qui actualise ou réactualise des obsessions et des problématiques,
qui ne sont jamais tout à fait disparues, tout à fait évanouies. L'histoire de l'architecture, c'est une reprise toujours d'un certain nombre de problèmes qui vont connaître d'autres interprétations, comme, au fond, la littérature, comme le dit Antoine Compagnon, c'est toujours l'histoire de la littérature. La littérature sans histoire, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et tout écrivain, évidemment, est un lecteur. Il ne peut pas écrire avec ses tripes, autrement il écrit des bêtises. Donc, revenir à cette question de l'ossature domino. Il y a longtemps, en 1979, oui, c'est très longtemps, Peter Eisenman avait fait de l'ossature domino une analyse formelle excessivement sophistiquée de ce pauvre objet qui est quand même plutôt simple, non ? Et il le faisait pour ne pas considérer que l'ossature soit seulement rationnelle et objective. Non, elle n'était pas seulement rationnelle et objective. Son analyse était un peu obscure, mais souvent avec Eisenman, on est tranquille. Mais il n'empêche qu'elle avait un objectif. C'était de comprendre ce qu'il en était de la manière de concevoir un bâtiment. De comprendre aussi les intentions qui étaient dans cette ossature qu'on pourrait considérer ou voir comme très rudimentaire. Donc ce qui faisait que, on pourrait dire, l'ossature, ce n'était pas simplement une question de construction, c'était plutôt, je dirais, une structure conceptuelle. Eisenman avait développé ça au moment où il s'intéressait particulièrement au système formel. Libre association, Toyo Ito, évoque lui l'ossature domino, c'est à propos de la médiathèque de Sendai. Et c'est comme si le dispositif spatial de la médiathèque dérivait de celui de l'ossature domino, à ses yeux. Une dérive lointaine, une dérive. Dans cette dérivation, Ito allait vers d'autres significations. Mais après avoir fait ce mouvement de retour, sachant qu'un mouvement de retour, souvent, doit porter en avant. On ne se retourne pas pour revenir en arrière, c'est pour repartir en avant. Sans doute, c'est comme ça du moins que je les vois, ou plutôt que je les ressens, les architectes japonais, ou même les écrivains japonais. Les Japonais n'éprouvent pas le même besoin de s'en rapporter à des fondements. Ils n'éprouvent pas le même besoin de recherche de l'originaire. Pour eux, ça n'a pas forcément de sens. C'est ce que disait Dufresne, d'ailleurs. Sans doute sont-ils beaucoup plus dans ce qu'on appelle une culture du chemin que d'une culture du lieu. Fujimoto, lui, il croisera la problématique de l'ossature domino en voyant en elle un nid, comme un nid, the nest. Et il l'oppose à une structure qui serait une caverne, the cave. Le nid et la caverne. Le nid est une construction. Le nid est une construction, le plus souvent en bois, pour les oiseaux. Ils se servent de brindilles, plus souvent en bois. Pas uniquement, mais plus souvent en bois. Et puis on sait, ça c'est un ornithologue qui m'a un jour raconté ça quand je faisais des cours à Bruxelles, j'étais tombé sur comme ça. Il m'a dit, mais vous savez, il faut comprendre, il y a plein de nids différents. Les oiseaux, ils font pas du tout les mêmes nids tous. Hein. Même les assemblages, enfin ce que lui a appelé des assemblages, ils étaient très très savants. C'était très savant, selon les différents types d'oiseaux. Donc, on était effectivement dans le domaine de l'architecture. Le nid est architecture. La caverne, elle, non. C'est pas de l'architecture. La caverne,
on la creuse à tout casser. Et on ne la construit pas. Et la caverne, ça n'est pas de l'architecture de ce point de vue-là. C'est un abri qui n'a pas été l'objet d'un projet. C'est la nature qui a creusé cet abri. Ça n'a pas été l'objet d'un projet, donc ça n'a pas été l'objet d'une opération architecturale qui est une chose mentale, causa mentale. C'est pas simplement de trouver un trou dans la terre. Donc, la caverne est toujours un abri archaïque. Pour finir, dernière image d'un bâtiment qui pourrait être regardé comme une espèce de conciliation des deux extrêmes précédents. Le Rolex, comme l'appelle souvent par abréviation la population étudiante, pour pénétrer dans le Rolex, nous nous glissons sous le bâtiment, comme dans l'espace d'une grotte. Nous empruntons un chemin caverneux avant de nous retrouver à l'air libre, sur un sol vallonné, dernière expression peut-être d'un plancher libre qui n'est pas horizontal, mais qui s'est spatialisé. Un plan qui s'est spatialisé. Si je termine avec l'évocation du Rolex, c'est qu'il aura été conçu et construit au milieu même de la période pendant laquelle j'ai enseigné dans cette école. Et pour moi, il restera bientôt un jalon dans mon souvenir de l'EPFL. Les propos que j'ai tenus ce soir devant vous correspondent à certaines de mes obsessions. Obsessions que mes proches, mes collègues connaissent, que les étudiantes et les étudiants connaissent, et dont certains ou certaines peuvent sans doute se lasser quelquefois. Mais dans une école, selon moi, une étudiante ou un étudiant forge ses propres obsessions ou ses propres convictions par la confrontation aux obsessions et aux convictions de l'autre. Donc il faut toujours qu'il y ait des convictions dans une école et qu'elles soient exprimées fortement, quelquefois même conflictuellement. Il n'y a rien de mieux. Bien, face à vous, j'ai fait une leçon d'honneur. J'ai raconté une histoire qui a peut-être été susceptible de vous entraîner un peu. J'espère ainsi m'être approché de cette qualité que Gilles Deleuze reconnaissait à une leçon de Michel Foucault. Il disait « c'était un solo que les autres accompagnaient ». Merci beaucoup de votre attention. Merci. Merci. Jacques. Après cette magnifique leçon,
à l'image de ta carrière et de ton séjour chez nous, je voudrais te remettre un diplôme, qui est un diplôme très particulier, qui n'est pas seulement un diplôme d'excellence, comme c'est le cas souvent à l'EPFL, mais un diplôme de gratitude. Tu as inspiré des générations et des générations d'étudiants à porter un regard critique sur la production architecturale, passée et présente, et leur future production à eux. Tu les as poussés à approfondir leurs réflexions. Tu as également enrichi tes collègues de ces réflexions et tu as enrichi les débats avec eux également. L'Assemblée ici montre à quel point tu as eu un impact immense à la fois sur tes collègues et sur les milliers d'architectes qui sont sortis de tes cours. Et pour tout ce que tu as donné à l'EPFL, je voudrais te dire merci. Et je voudrais te l'exprimer selon un laudatio qui apparaît sur ce fameux diplôme. L'École polytechnique fédérale de Lausanne, sur proposition de la conférence du corps enseignant, décerne le titre de professeur honoraire à monsieur le professeur Jacques Lucan, en hommage au chercheur pour son engagement critique et ses apports théoriques fondamentaux au débat architectural suisse et international, et en hommage à l'enseignant qui a passionné des générations d'étudiants en leur faisant découvrir le contenu intellectuel de l'architecture tout en contribuant au renom de notre école. Merci Jacques. Merci. Merci vraiment. Merci à tous et merci à l'EPFL. Parce que quand même, beaucoup de choses que j'ai faites, pas toutes, parce que j'en ai fait aussi ailleurs, mais beaucoup de choses que j'ai faites ont été ici, ont trouvé quelquefois leur origine et leur développement. Donc, merci à tous, merci